était marqué que... Ah, oui, Craig, lui aussi, il t'auto-ferme la gueule. Il dit, attention, now recording. Et j'espère vraiment que les sons vont marcher en même temps. Il n'y a pas de raison. Si ce n'est qu'on est maudit. Allez, c'est parti pour l'épisode 28. La saison 5. Nous sommes le 22 juin 2020, l'année de la merde. C'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, on va parler de séries sympas. Enfin, à moitié sympa. N'importe quoi. Ça va clasher sévère. Bref, avec moi ce soir, on a un revenant. Et il s'appelle Florian. Bonsoir. C'est impressionnant. Et ça rime en plus. Ça fait presque aussi peur qu'X-Files. C'est un peu un grain de folie. C'est Elodie. J'improvise. Non mais c'est bien, ça arrive, il y a de l'effort, hein, j'apprécie. Ah, oui. Renouvellement constant. C'est fou. Il n'aime pas qu'on le tire par la queue, c'est Mathieu. Qu'est-ce que t'en sais, mon enfant? J'étais là, qu'est-ce qui rime avec yeux? Des yeux. Ah oui. Je suis bête. Ah là là, désolé. Il a l'esprit mal placé, celui-là. Hein. Non, alors j'ai mieux. Déjà mieux, ça rime avec Mathieu. Ce n'est clairement pas le plus vieux, c'est Mathieu. C'est vrai, bravo, félicitations, bien rattrapé. Je pense que Je suis pénétré par l'esprit de Vincent Perrault, en fait. C'était spectral, en fait. Ah, ouais. Se faire pénétrer par Vincent, c'est quelque chose. Alors, au programme de ce podcast, il faut que j'arrête de dire ce soir parce que vous ne l'écoutez pas forcément le soir. On a de l'actu, on va vous parler de X-Files et de Fringe, les pilotes. Et on verra si on attend de la reco ou pas. En tout cas, c'est le programme de ce soir et on perd pas plus de temps. On y va. Et je donne la parole directement à Elodie qui nous a donné donc 2 news dans le trio. Oui, parce que c'est plutôt calme en ce moment, donc je n'avais que 2 sous le coude d'intéressantes. La première, c'est Comedy Central qui commande Jodie, une série animée qui est un spin-off de Daria. Si vous ne connaissez pas Daria, faut sortir un peu de chez vous. Hein. Ça fait partie des séries cultes qui étaient diffusées sur MTV. Ou alors on n'était pas nés. Oui. Oui, même si c'était pas né, je sais pas, ça c'est connu quand même. Non ? Oui, mais je connais, mais j'ai jamais vu. Oui, après ça c'est autre chose. J'étais né pour les 2 dernières saisons, quoi. Bon, c'est déjà pas mal, je pense pas que tu regardais ça quand t'avais 2 ans quand même. C'est vrai. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas Daria, en fait c'est un personnage d'une adolescente au lycée et qui est hyper sarcastique et blasée par la vie. Et donc là, le spin-off va forcément suivre le personnage de Jodie qui est une amie de Daria et en fait là on quitte le lycée. Et on va la suivre à partir du moment où elle va trouver son premier job et représenter une nouvelle génération. Ça sera toujours une satire de la culture du travail, les difficultés de la génération Z, les médias sociaux, tout ça. Donc voilà, franchement, ça peut être pas mal. Si c'est du niveau de Daria, ça peut même être très bien. Donc on verra ça. Le truc, t'as oublié un truc super important. Elodie, t'as oublié un truc super important, c'est que je ne sais pas si tu l'as dit au début, mais en fait, c'est aussi commandé parce qu'il y a Tracy Ellis Ross qui est productrice exécutive du truc. Oui, et ça explique aussi pourquoi ils ont commandé la série, en fait. Parce que ça a mis à peu près 1 an à se faire et ça fait très très longtemps que ce spin-off est en développement, quoi. C'est vrai. Ça sent... Et je ne sais pas si on a entendu ma question. Non, vous avez tous parlé en même temps. Et est-ce que ce sera diffusé, le Jodie? C'était très important. Merci de ta participation. Je retourne dans mon fauteuil. D'accord.
On va continuer le podcast sans toi, du coup. Allez. Alors, deuxième commande, on reste toujours sur les séries animées, mais cette fois-ci du côté de HBO Max, qui commande la série 10 Years Old Tom. C'est une série du créateur de The Life and Times of Tim, donc c'est Steve Dildarian. Et on va suivre Tom, qui est un enfant, mais qui est aux prises avec la corruption des adultes autour de lui tous les jours, dès qu'il quitte sa maison. Alors en fait, il essaie de rester loin des mauvaises influences parce qu'il a des parents un peu litigieux, il y a un chauffeur de bus qui vend de la drogue, il y a des profs qui veulent coucher avec sa mère. Voilà, que des trucs comme ça. Ça va être très satirique, très humour à la con, je pense. Et pourquoi pas, donc ça sera scénarisé par Dildarian, il sera aussi producteur exécutif avec Nick Wendenfield, et c'est produit par Tomorrow Studio, le producteur de Snowpiercer, qui n'a rien à voir avec cette série animée, mais voilà. Alors, absolument rien du tout, effectivement. Non, mais par contre, Wendenfield, il a travaillé sur The Boondocks, Rick and Morty, des choses comme ça qui ressemblent déjà un peu plus à ce que... C'est surtout que et la série précédente, The Life and Times of Tim, ça faisait partie des séries HBO animées, en fait. Ils ont, enfin, au début des années 2010, ils ont essayé de faire un tout petit line-up animation bien timide. Ils avaient fait ça, et ils avaient aussi fait 2 saisons de The Ricky Gervais Show, en fait, où c'était juste les podcasts de Ricky Gervais, mais c'était animé. Et en fait, Life and Times of Tim, en fait, ça a duré très très peu de... Je crois que ça a duré que 1-2 saisons maximum, quoi. Donc j'espère que ça va durer un tout petit peu plus longtemps. En tout cas, le créateur, il a un sacré pot de se faire reprendre. Ok. Alors moi, je voudrais ajouter au niveau actu 2 choses très rapides. Donc il y a The Altion qui est disponible. Bon, c'est pour les Belges, mais sur le RTBF Ovio gratuitement jusqu'au 24 août. Voilà, donc on a l'intégralité de la série qui nous parle justement d'un hôtel donc qui s'appelle l'Alcyon, avec donc le Lord Hamilton qui fait des rencontres diplomatiques et des trucs un peu non officiels et des trucs un peu bizarres. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire dessus, parce que globalement, la série, je la connais de nom sans plus, mais c'est toujours sympa d'avoir des séries comme ça accessibles gratuitement. Pour votre considération. Pardon ? Pour votre considération. Exactement. Autre chose qui arrive sur des plateformes de VOD et SVOD, il y a donc la saison 3 de Cobra Kai, donc la série tirée de Karate Kid, qui va débarquer sur Netflix. Voilà, c'était sur YouTube, mais comme YouTube ne fait plus rien niveau série, il y a des projets qui sont perdus dans les limbes et d'autres qui sont récupérés. Et donc celui-là, est récupéré. Tout simplement. Pas l'info sous le nez, mais je sais aussi. Cobra Kai à l'époque ? Pardon ? Cobra Kai, vous aviez vu un peu à l'époque ? Moi, j'ai suivi les 2 premières saisons. Et c'est vraiment très très bien. Mais personne n'en parlait parce que c'était assez difficile de les voir. C'était sur une plateforme qui n'avait absolument aucune envie d'exister, malgré tout ce qu'on pourrait dire. Donc, il y a aussi oui. Step Up à High Water, qui était sur Amazon et qui avait été annulé, qui reviendra pour une saison 3 sur Stars. Je ne l'ai pas vu, mais... C'est YouTube Premium aussi, c'était même pas Amazon. C'est le même truc. Pardon, YouTube. Oui. Et donc, par contre, comme tu l'as partagé tout à l'heure, Florian, le Documentary Now, qu'il faut absolument regarder, ce sera beaucoup plus facile de le regarder dans pas longtemps, hein, on suppose, parce qu'on n'a pas vraiment de date précise, mais va arriver sur Canal+ Série. Et ça, c'est cool. C'est ça. L'appli et la chaîne. Voilà, donc c'est quand même vachement cool, surtout que c'est vraiment une petite pépite aussi méconnue. Voilà. À toi, Mathieu. Je pense que c'est à ton tour. Ouais. Du côté des renouvellements et des annulations, on l'avait déjà dit, mais on s'est fait engueuler en commentaire, etc. Donc on vous le redit. Perfect Harmony a été annulé. Moi, je pensais qu'on l'avait déjà dit. Où t'as vu ça, toi ? Mais enfin, encore, il va falloir encore qu'on le redise l'année prochaine. Enfin, j'aimais bien, mais c'est annulé. De même pour l'école Rhythm. Je l'avais annoncé. Voilà, c'est lui qui l'avait dit. On avait bien raison. Oui, on l'avait annoncé il y a longtemps. Oui, parce que nous savons tout, voyez-vous.
On est précurseurs, nous. Ouais, oui. Oui, Voilà, c'est comme vu à la télé, nous c'est entendu dans le podcast en premier. Voilà, Et de chez nous, c'est entendu dans le fond d'un couloir, on n'est pas sûr, mais on vous l'annonce quand même. Voilà, donc continue. Voilà, pareil pour Little Rhythm qui aura pas de saison 2 et The Baker and the Beauty sur ABC. Par contre, For Life aura le droit à une saison 2, The Sinner une saison 3 et The Extraordinary Playlist aura une saison 2. Ça en est content. Voilà. Alors qu'on s'y attendait absolument pas. Je pense qu'ils ont tellement rien à proposer à la rentrée parce que tout a été un peu stoppé qu'il y a des choses qui ont été sauvées alors qu'elles n'auraient pas dû l'être. Voilà. Je pense qu'elle a profité de la situation et tant mieux pour elle. Je n'irai pas jusque-là, clairement pas, mais à tous les coups, c'est aussi une question de c'est produit en interne, on va pas se faire chier. Hein. Oui, voilà, ça coûte pas trop cher. Oh, je sais pas si ça coûte pas trop cher. Après, j'étais en train de regarder la carrière de Bradley Whitford et en fait, ce qu'on se rend pas forcément compte, c'est qu'il a la scomoun de ouf et que Perfect Harmony annulé après une saison. Et en fait, sur les 10 dernières années, à chaque fois qu'on le caste dans une série, ça ne dure jamais plus d'une saison. Trophy Wife annulé, Happy-ish annulé, The Good Guys annulé. Et le mec. Ah ouais, non, il y en a comme ça qui, à une période de leur carrière, soit au début, soit au milieu, on va dire, se prend une série d'annulations plus ou moins explicables. Hein. Ouais, parce que là, pour le coup, en plus, c'est des séries qui sont pas mauvaises. Hein. C'est vraiment le coup de pas de chance qu'elles soient annulées. Parce que même Happy, je vais adorer. Mais... même Happy, j'ai oublié son existence, quoi. En fait, elles n'étaient pas forcément mauvaises, mais elles étaient oubliables. C'est un peu le souci. Là, pour l'instant, Bradley Whitford nous fait une Tyler Labine, quoi. C'est ça. Sauf que Tyler Labine, dernièrement, il s'en sort un peu mieux. Il a refilé l'amulette de la malchance, et puis voilà. Je pense que c'est ça. Parce que là, Tyler Labine, il est dans quoi? Dans New Amsterdam, c'est ça? Ouais. Donc franchement... Oui. Il était dans un truc qui ressemble à Reaper, qui était... Non, je confonds avec un autre truc. Parce qu'il était dans Reaper, Tyler Labine. Hein. Oui, c'est ça, mais je pensais qu'il y avait un autre truc qui ressemblait à Reaper qui s'était... Deadbeat. Voilà, Deadbeat. Et je crois que Deadbeat, je confonds avec un autre. Parce que Deadbeat s'en est sorti avec un peu plus de saisons que les autres. Hein. Il y a 2. Il y a eu 3 saisons exactement, en fait. 3 saisons. Oui, ça confirme la théorie que Tyler Labine s'en sort beaucoup mieux. Effectivement. Animal Practice, c'était qu'une saison, mais en même temps, c'est normal. Voilà, Son of the Sun, qui avait aussi. C'est peut-être celui-là dont tu parles. Son of the Sun. Non, c'était Deadbeat, dans ce à quoi je machin. Avec le splendide titre français dont je n'avais pas idée, qui s'appelle RIP, Fauché sans repos. Oh mon Dieu. Et oui. Eh ben, dis donc. Cette information m'a blessé. Ouais, t'as blessé. Je crois que c'est MCM ou Julie qui a diffusé la série. Ça veut tout dire. Bon, ensuite. Rapidement, j'accélère. Lucifer, la première partie de la saison 5 sera diffusée à partir du 21 août sur Netflix. Ouais. Casting, il y a Ben Whishaw qui était l'acteur principal de London Spy, dont je vous ai parlé il y a 2 semaines, je crois. Qui sera à la tête de la nouvelle série en coproduction AMC BBC 2. This is going to be... Oh, je sais plus parler. This is going to hurt. C'est bon, j'y suis arrivé. Et c'est une adaptation du livre du même nom sur un médecin dans un hôpital qui n'en peut plus de sa vie parce qu'il fait 97 heures par semaine, qu'il n'a pas de responsabilité et que quand même il doit décider si les gens doivent vivre ou mourir et essayer de les sauver surtout. Donc voilà. Moi, il y a Ben Whishaw. Je valide. Ouais. Et donc, le titre qui arrivera en France, ce sera « Ça va faire bobo ». Ça va faire bobo. Et donc, la dernière news que je vois que tu as écrit. Pour finir, 30 Rock est presque de retour. En fait, le 16 juillet, BBC va diffuser une espèce d'épisode d'1 heure
sans coupure de pub, où tout le casting sera réuni. Donc, Tina Fey, Alec Baldwin, Tracy Morgan, Jane Krakowski ou Jack McBrayer. Mais ça sera pas vraiment un épisode non plus. Enfin, ils vont pas donner les choses gratuites. Ça sera filmé chez les acteurs, donc en confinement. Et j'avais pas du tout compris ça en fait. Ben si. Et en plus, ça sera en fait, il n'y aura pas de pub parce que vu qu'il n'y a pas eu les upfront cette année, NBC a décidé de ramener les acteurs de 30 Rock pour faire la promo des séries qui vont revenir et de leurs nouveaux projets. Donc ça va en gros servir d'upfront. Je crois que c'est ça en fait, c'est un upfront spécial, mais c'est pas un épisode. Non, mais voilà, spécial, c'est ça, c'est pour ça que ça me. Ça sera un upfront avec les scriptés, avec les acteurs de 30 Rock, et du coup, il y a les stars de NBC qui vont passer faire un petit coucou. Voilà. Un petit coucou masqué. En attendant le retour de Ted Danson et de Tina Fey, c'est là-bas qu'il faudra les regarder. Et du coup, c'est il y a quelques années, en fait, il y a genre, je sais pas, 10 ou 12 ans, en fait, CBS faisait, juste avant le début de la saison, des espèces de preview, donc avec que les bandes annonces de leur série à venir. Et c'était toujours animé par les acteurs d'un show, etc. On fait ça plusieurs années de suite, mais 30 Rock, je pense que ça va être un peu le même délire. Non, mais s'il y a l'humour de 30 Rock derrière et de Tina Fey, ça peut être sympa. Je pense qu'il faut pas y mettre trop d'attente. Hein. Ça va juste être, regardez, on a fait une réunion. On aime bien, ça fait passer le temps. Ouais, bon, après, de toute façon, ça fait en tout cas parler, et c'est ce qu'ils cherchent de toute façon. Bon, voilà, je pense que... Le 16 juillet, de toute manière, c'est aussi le jour où tu as Peacock qui arrive, en fait. Le truc de SVOD. Effectivement. Bah oui, ils sont malins, ils ont tout prévu. Absolument tout prévu. Niveau actu, est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter qui se seraient pointées au moment où on a commencé l'enregistrement? Je n'ai pas l'impression, je vérifie sur mon feed Twitter parce qu'on ne sait jamais. Hein. Non, je ne vois rien en tout cas de frappant. Ah si, je viens de voir un truc, mais ça n'a rien à voir avec les séries. Juste la mort de Joel Schumacher. Ouais, je l'ai vu. Bon, voilà. Bon bah tout le monde en meurt en ce moment, hein, de toute façon. Hein, c'est de pire en pire. Hein. Patrick Poivet, il y a quelques jours, un peu avant le week-end. Sale temps. 2020. Bon sang, il faut qu'on t'annule et qu'on te renouvelle pas. Bon, on va passer à X-Files Cross Fringe. À peu près, hein. C'est un peu ça l'idée. Parce que ça fait donc maintenant 5 saisons, on est en train de terminer la 5e saison de Monsieur Série and Friends, et il y a plein de séries super cultes qu'on n'a même pas abordées, ou quasiment pas. Bah non, à la place, on parle de Géant debout, alors... Ouais, mais au moins, on est les seuls à l'avoir fait. Ouais, et puis ça te permet d'apprécier les bonnes choses. Une fois que t'as vu ça, là, les géants de boue permettent d'apprécier pas mal de choses, même le jeu d'actrice de Anna Torv. On va le taper. Bon, bref. Donc, X-Files. Bon, c'est une série qui, cette année, fêtait ses 25 ans. Ou ça les a plus ou moins fêtés, même s'il y a eu une espèce de résurrection il y a à peu près 4 ans, ça, 2016 c'est ça. Ouais, 2016. Et donc, X-Files, aussi appelé Aux frontières du réel, c'est une série donc de Chris Carter, donc 218 épisodes de 43 minutes à peu près, qui ont été diffusés donc à partir de 94 jusqu'à 2002, et ensuite de 2016 à 2018, avec des saisons tout à fait oubliables pour cette partie-là. Ça a été connu surtout en France grâce à M6, même si ce n'est pas la seule chaîne qui l'ait diffusée, parce que bon, voilà, Paris Première, RTL 9,
W9, etc. Et en Belgique, c'était sur RTL TVI en premier. Et donc, ça nous raconte quoi? Ça nous raconte les enquêtes des agents du FBI, Fox Mulder et Dana Scully, qui sont diamétralement opposés. Hein, il y a quelqu'un qui est très cartésien, très dans la science, et l'autre qui est plutôt dans le fantastique et l'inexpliqué. Et donc les X-Files, ce sont des dossiers d'affaires non résolues et inexplicables. Et entre autres, il y a un fil rouge qui va nous faire suivre comme ça tout le long, qui sera aussi la quête de la sœur de Mulder, Samantha Mulder, qui elle aussi est disparue dans de mystérieuses circonstances quand elle était plus jeune. Voilà, je vous ai fait un résumé pour X-Files. Fringe, beaucoup la considèrent comme une espèce d'enfant spirituel de X-Files, du réel et de la 4e dimension. C'était en 2008 jusqu'à 2013, donc on a eu droit à 5 saisons. 5 saisons, 100 épisodes de 42 minutes, sauf le pilote qui dure 1h20. Ouais, c'était un peu long. Mais même après, moi sur Amazon Prime, j'en ai vu 3 derrière et les épisodes durent 50 minutes. C'est bizarre. Voilà, mais ça, peut-être des versions plus longues, j'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est ce qui est renseigné. C'était sur Fox, tout comme pouvait être donc X-Files. Et donc là, on nous parle donc de la section Fringe, hein, donc qui était à la frange de tout ce qui est scientifique, hein, les trucs. C'est vraiment, franchement, c'est X-Files 2008. Hein. Voilà, on est à Boston avec le FBI, on est avec une enquête au long cours avec une entreprise un peu étrange, pas tout à fait claire. Et l'actrice principale, donc Anna Torv, qui elle jouait donc le rôle de Olivia Dunham. Elle sera accompagnée très vite du professeur Walter Bishop, qui est un savant fou, voilà, et de son fils Peter Bishop, qui est joué par Joshua Jackson, et Walter Bishop c'était John Noble. Voilà, on a ces trois-là qui vont essayer d'enquêter, de vérifier des choses, et c'est globalement assez dégueulasse, comme pouvait l'être X-Files. Ouais, je crois que c'est pour ça que j'ai bien aimé, c'est le côté cracra. Je l'attendais tellement pas. Voilà. Et donc là, par contre, derrière ça, on avait l'ami GG, hein, GG Abrams, et Alex Kurtzman, entre autres, niveau création et scénario. Et son pote Roberto Orsi. Voilà, les trois ont écrit ça on spec de manière spéculative avant de essayer de le vendre à plein de chaînes, voilà, et donc ils étaient tous les trois très occupés, et donc ils ont écrit à 6 mains le pilote de Fringe en fait, et c'est Fox qui a acheté. Voilà. Bon, alors on a revu donc les pilotes, et parfois un peu plus, hein, comme l'a précisé Mathieu. Et comment dire, vu que j'ai commencé par tacler un petit peu déjà, Fringe... Crache tout en venin et après on réparera tes torts. Fringe, tout comme X-Files, je n'avais plus revu depuis quelques années, et je pense que c'est à peu près le même nombre d'années, on va dire. Donc, j'avoue que le pilote de X-Files, j'en avais des bribes, vraiment, qui m'étaient restées, mais globalement, je l'ai redécouvert presque avec un œil neuf. Pour ce qui est de Fringe, je me souvenais globalement d'une vache, de l'avion, d'un corps dégueu et des gros titres en 3D. Ah, ça c'était dégueulasse. Ah, ça c'est dégueu. C'est affreux. C'est peut-être le seul truc que j'ai bien aimé. Oh non. Ok, il y a 2 salles. Globalement, il faut se remettre à l'époque, 12 ans par le passé, ces genres de choses-là, on ne les voyait pas. C'était la première fois. Aussi bien, entre guillemets, parce que là, c'est vrai que ça a vieilli, y a certains trucs en image de synthèse qui ont vieilli, mais globalement, pas tout, si ce n'est la scène de rêve qui est
elle, dégueulasse, vraiment dégueulasse. Mais bon, c'est un rêve, donc ça peut être flou, c'est pas très grave. Mais voilà, ce côté titre là, ça m'a rappelé le moment où j'ai découvert la série quand Pilote était arrivé, et je me suis dit, ah putain, ça pète la classe. C'est vrai que maintenant, on a vu plein de choses, souvent plus inventives que ça, etc. Mais pour l'époque, c'était pas trop mal foutu, et surtout le fait que ce soit vraiment intégré dans la scène. Hein. On voit les hélicoptères qui passent au-dessus du titre, ou ce genre de choses. C'est voilà, faut se remettre un peu à niveau. En dehors de ça, si X-Files, je l'ai découvert avec un œil neuf et j'étais vraiment à fond dedans, mais vraiment dès le départ, les personnages fonctionnent. Même niveau cinématographique, même si ça a 26 ans, c'est très propre. Hein. Bon, on le voit que ça vieillit parce que l'électronique, voilà, ça picote un tout petit peu quand même, mais globalement dans sa mise en scène, dans sa façon de raconter les choses, de dépeindre les personnages, en 40 minutes, pour moi, voilà, X-Files fait énormément mieux que Fringe, qui lui se contente d'avoir un concours, et je suis resté bloqué dessus parce que dès que je l'ai vu, ça m'a fait tout l'épisode. Hein. Je me suis ennuyé, mais en plus ça m'a fait tout l'épisode. C'est un concours de jet de regard. À chaque cliffhanger, je jette un regard long, très long, et qui souvent est mal joué. Ou peut-être trop long, ils ont peut-être dû couper un petit peu. Mais après, ouais, Walter Bishop, il est rigolo. Il est pas constant dans sa folie parce que bon, il oublie parfois qu'il est un peu fou. Il oublie qu'il a des tics, des tocs. Il oublie ça. Il oublie aussi simplement il y a pas mal de problèmes de faux raccords. Mais le pire dans tout ça, c'est Anna Torv. Ça. Je l'aime bien dans Mindhunter, et encore, on va pas trop, donc ça marche. Mais j'ai rien contre elle, mais là, je me suis dit, mais même dans ton jeu de regard, tu n'exprimes rien. Tout le long, on va l'appeler chérie, liaison, et elle va se fâcher un tout petit peu à un moment, pour finalement que ça ne porte rien. C'est la femme, je suis désolé, c'est censé, je sais pas, c'est censé être une femme forte qui a envie de se battre pour son métier, qui a envie de se battre pour son enquête. J'ai l'impression qu'on lui roule dessus, mais tout le long, quoi. Mais alors, du coup, j'ai pensé la même chose, mais je me suis, enfin moi j'ai jamais vu la série, et du coup c'est comme ça toute la série, ou c'est vraiment juste le pilote qui est comme ça? C'est une partie du pilote et une grosse partie de la saison 1. Ouais, Okay. ouais. Et les 2/3 de la saison 1 sont à peu près du même acabit. Voilà, moi, c'est elle qui m'a gêné, c'est elle qui, ça m'a rappelé pourquoi j'ai arrêté après la saison 1 à l'époque. J'ai voulu regarder les trucs, mais j'ai jamais eu la motivation parce que j'avais ce souvenir on la voit tout le temps et je la trouve transparente, quoi. Aussi transparente que John. C'est John, c'est ça le mec un peu transparent. Ouais. Voilà, et ça. Moi, je l'ai regardé en plus de ça avec ma femme qui, elle, ne connaissait pas du tout la série, qui n'avait jamais vu, elle est super fan de X-Files. Elle a trouvé ça sympa. Sans plus, il y avait pas mal de problèmes de logique dans tous les sens, mais ça, bon, encore une fois, X-Files peut en avoir aussi. Mais il y a un problème dans l'écriture des rôles. Et dans tous. Il n'y en a pas un qui tient son rôle, si ce n'est que elle tient son rôle de « je suis un robot ». Et très franchement, on m'aurait dit qu'à la fin de la série, en fait, elle, c'est un robot envoyé par l'FBI. J'aurais fait, ça s'explique. Voilà. Moi, je sais, voilà, je vais pas me faire des potes, mais Fringe, je suis désolé. Et je pense que beaucoup de personnes aussi ont eu ce problème-là avec la première saison. Ça donnait pas envie de continuer. Même si les histoires derrière, les enquêtes, tout ça pouvait être sympa, il y avait un problème du côté de l'attachement des personnages. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui est très
du personnel, quoi. Chose que je n'ai pas eu avec X-Files, et même avec la connaissance de la série que j'ai, et voilà, les films, le jeu aussi que Elodie est en train de faire et que je n'ai pas à faire, donc allez sur sa chaîne Twitch, de Sérigraphe. Merci pour la pub. Je te renvoie la patate chaude et je le mettrai dans le descriptif du podcast. Mais malgré tout, toi, les personnages sont, dès le départ, ils sont crédibles. Dès le départ, on voit qu'ils sont, même s'ils vont évoluer d'une certaine façon, ben, on a l'impression qu'ils existent depuis plus longtemps que la série, quoi. Et là, j'ai juste l'impression qu'en fait, elle est arrivée là, voilà, elle est tombée amoureuse de quelqu'un et son seule idée, c'est je peux pas vivre sans lui, donc il y a rien qui va dans son personnage, rien. Voilà, ça c'était pour moi. C'était 1h20 où j'ai regardé l'heure assez souvent. Il y a des moments où j'ai souri. Le côté la vache, c'était rigolo, tout ça, voilà. Il y a des trucs très rigolos. Mais putain, 40 minutes au lieu d'1h20, peut-être ce serait mieux passé. Et X-Files, aucun souci, j'ai dévoré ça et j'ai trouvé ça juste parfait de bout en bout. C'était un pilote réussi. Alors, je donne la parole à Elodie. Oui. Eh bien, moi j'ai commencé par Fringe parce que c'était plus long. J'ai commencé par celui-là. Et puis parce que en fait je connaissais pas du tout Fringe à part de nom et de réputation. J'avais jamais maté un épisode, je suis complètement passée à côté. Moi j'ai bien aimé, mais j'ai envie de regarder la suite. Et je pense que c'est surtout le côté cracra, parce que je m'attendais pas. En fait, je m'attendais à rien en y allant, parce que vraiment, je savais même pas trop de quoi ça parlait à la base. Et niveau effets spéciaux, tout ce qui est les physiques, le côté cracra, moi je trouve ça hyper bien. C'est dégueulasse, c'est du creep show. Après. Il y a Anna Torv et moi je suis complètement amoureuse de Anna Torv, donc en fait même si elle joue mal, je l'excuse. Je suis pas objective là-dessus. Mais en fait c'est un peu dans cette cliché de ce genre-là. Je sais pas, en fait il n'y a rien de très cohérent dans ce premier épisode. C'est que c'est vrai que c'est très long, mais je me suis pas vraiment ennuyée devant. Je sais pas, l'histoire elle m'a quand même attrapée, même si c'est assez cousu de fil blanc. On sait ce qui va arriver au personnage là dans l'immédiat, mais je sais pas, ça, il y avait presque un petit côté nanar dans le scientifique. Il y a rien qui tient la route, mais juste t'as envie d'y croire parce que c'est un peu marrant. C'est un peu marrant dans le côté, ça n'a aucun sens en fait, donc allez-y. Et j'ai un peu l'impression que ils ont voulu jouer sur la hype de ce genre de série et de tout mettre dès le départ, de faire des effets spéciaux impressionnants, d'avoir des personnages hyper, je vais pas dire caricaturaux, mais qui incarnent vraiment. Ils ont chacun un personnage très très singulier. Qui maintenant, je sais pas combien d'années plus tard, et même pour l'époque, c'était un peu déjà vu, mais tous ils ont un côté sombre et ils sont mystérieux et tout ça, et il y a un petit côté théorie du complot machin. Et ils ont tout donné, mais c'était trop d'un coup en fait. C'est que c'est que déjà le pitch de base est pas évident et en fait du coup ça tient pas trop debout déjà, et de tout lier et oh là là, c'est un peu laborieux, mais en fait je sais pas, c'est peut-être aussi parce que j'aime bien ce genre de série un peu à la con, mais je sais pas, ça m'a accroché, j'avais juste envie d'en voir plus. Alors peut-être je vais regarder 3 épisodes et après ça va me gonfler, hein, c'est probable. Mais voilà, je veux pas passer un mauvais moment. Et puis, alors cette histoire de titre, j'imagine que pour l'époque, ça en jette. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est pas le fait que ça ait mal vieilli, c'est pourquoi s'emmerder à faire ça, en fait. Parce que ça n'a pas vraiment... Il fallait trouver une façon de se démarquer de X-Files qui te faisait ça façon machine à écrire. Ouais, mais en fait, c'est ça le problème. Je peux le faire. Et alors, surtout, on voit que c'est J.J. Abrams qui est derrière. Il y a du lait clair.
À mort, mais partout, tout le temps. Et alors le pire, c'est la scène du rêve, entre guillemets. Il y a tout, il y a la lumière, il y a le vent, il y a les contre-jours et tout. Le mec, il a trouvé les nouveaux filtres dans Adobe After Effects. Il s'est dit, allez, je les mets tous. Transition, je les mets aussi. Voilà. C'est vraiment à l'image du pilote, c'est qu'il y a tout. En fait, tout ce qu'ils avaient envie de faire, ils l'ont foutu dedans. Et c'est... Ouais, mais... Je pense que c'est là tout ce que décrit Mus série, surtout sur la partie composition d'Anatorf, moi je l'attribue surtout à l'écriture. C'est ce qui m'a sauté aux yeux. Je pense pas que les acteurs sont. Je pense pas justement que je trouve que le casting est très très réussi. C'est juste que les répliques et ce que l'on donne à faire et à jouer aux acteurs, sans qu'il y a eu aucune réécriture, que ça a été mis en production, parce que voilà, c'était. Ils n'ont pas changé une virgule de ce qui a été écrit, voilà quoi. Et ça se sent. Il y a certaines répliques, ça va pas quoi. Ouais, oui, c'est très brouillon. C'est vraiment un premier jet. Et là, donc j'ai regardé X-Files il y a exactement 45 minutes maintenant. Et c'est vrai que j'avais aucun souvenir du pilote. Et pourtant, j'en ai regardé du X-Files, mais ouais, le pilote, ça a remonté à vraiment trop longtemps. Et je pense que ça n'a pas été l'épisode le plus rediffusé sur M6. Donc j'en avais aucun souvenir. Et je trouve que c'est beaucoup plus vieux, c'est plus vieux, mais ça a beaucoup mieux vieilli parce que justement, ça fait dans, on va dire, l'économie de moyens, mais ça reste assez sobre pour de la science-fiction et c'est pas mal. C'est effet alien, on n'a pas trop les moyens d'en montrer beaucoup, mais du coup, on va jouer sur l'ambiance et sur la suggestion et ça marche beaucoup mieux parce que quand on regarde sur l'ensemble de X-Files, on a vu tout, vraiment et n'importe quoi. Et on a vu du dégueulasse, on a vu des effets spéciaux fabuleux, on a vu des personnages incroyables. Et à côté de tout ça, le pilote, il est vraiment dans la retenue, c'est qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'effets spéciaux. Et quand on en a un peu, c'est vraiment sobre, quoi. Voilà, on va avoir des effets de lumière, quelques FX, mais très discrets. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ce pilote, il fait vraiment son travail de pilote à nous présenter le pitch de base avec des personnages qui sont tout de suite identifiables, à qui on peut s'attacher tout de suite. Et même si l'histoire peut paraître un peu ubuesque parce que tout de suite on introduit le FBI travaille sur des histoires d'extraterrestres, mais en fait il y a tout un complot derrière, machin. Finalement, c'est amené de telle sorte à ce que ce soit crédible parce que ça ne fait pas des caisses en fait. Ça propose juste, voilà, nous on a cette situation, on vous la propose avec le minimum de ce qu'on a, mais par contre on va vous présenter des personnages que vous allez aimer tout de suite parce qu'ils sont très bien écrits et qu'on a un duo qui fonctionne bien parce que il y en a un qui veut y croire, il y en a une qui est cartésienne et du coup même si ça peut paraître un peu stupide de croire que l'FBI va faire une division complète, division complète sont deux, mais une division sur les phénomènes paranormaux, en fait, vous allez l'accepter parce que ça, on va vous présenter un personnage qui va maintenir le côté scientifique et réaliste de la chose, même si finir par avoir des choses, voilà. Mais du coup, c'est équilibré, c'est beaucoup plus crédible, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai bien aimé. Et puis ça durait que 45 minutes, là, donc c'est ramassé, quoi. Il n'y a rien de trop dedans. Ah non, il n'y a rien de trop, ça passe super bien, ça passe même trop vite et c'est clair que là par contre là j'ai eu il était un peu tard quand je l'ai regardé et là j'avais envie de allez encore un autre et ça y est, je me relance dans mon rewatch, hein, chose que j'ai absolument pas envie de faire avec Fringe. Florian, de ton côté. Oui. Je commence par Fringe. Tu commences par ce que tu veux. Mais si possible, Fringe ou X-Files. Ouais, pour Fringe, en fait, j'ai vraiment vu les défauts d'écriture et donc c'est un peu c'est que ma deuxième fois que j'ai vu le pilote, donc depuis la diffusion. J'avais vu le pilote avant la diffusion officielle parce que c'était l'époque où les pilotes avaient l'habitude de
de leaker sur les internets juste avant la diffusion, et donc en l'occurrence le pilote de 1h30 avait été diffusé en plein été, donc juste avant septembre, et donc c'est un peu comme ça que j'avais découvert la série, et c'est surtout que c'est assez indissociable de l'expérience assez relou de la saison 1, où en fait toutes les parties en fait sur le côté savant fou de Walter Bishop, sur les petites blagounettes en fait sur le côté mystérieux de Massive Dynamic, où enfin moi j'ai levé les yeux au ciel quand j'ai vu le panneau qui nous présente en fait Massive Dynamic, parce que jusqu'à présent on ne fait que enfin on l'a juste évoqué, c'est what do we do, what don't we do, quoi. Et j'étais là, tiens, c'est les trucs marrants qu'ils ont essayé de mettre. Ils avaient aucune autre idée de dire tiens, c'est cette espèce de super conglomérat scientifique, technologie, voilà. Et donc ouais, ça rejoint ce que disait Elodie, c'est tout ça c'est très très brouillon, mais honnêtement voilà, ça m'a fait kiffer, et d'ailleurs je le disais hier soir, j'ai mis la fin du teaser avec le visage qui se décompose en avatar MSN Messenger pendant des mois et des mois. En fait, je l'avais changé, j'avais fait la capture d'écran, je l'avais mis. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est le côté, c'est-à-dire c'est le côté dégueulasse et c'est le côté bête et méchant que malheureusement je n'ai pas retrouvé je n'ai pas énormément retrouvé dans les épisodes suivants de la saison 1, à 2 ou 3 exceptions près. En fait, il y a un épisode où tu as donc l'agent qui est joué par Kirk Acevedo de Oz, en fait, que l'on voit dans les 10 premières minutes, qui est contaminé par je pense la version Fringe d'un verre d'estomac, quoi. Donc ça donne des scènes assez dégueulasses, mais ça reste quand même assez gentil, quoi. Et ouais, donc il y a tout le côté body horror en fait qui est un tout petit peu délaissé, et donc ouais, moi j'avais vraiment kiffé ça. Mais l'excellence de ce teaser c'est pas rattrapé par la suite. Personnellement, j'ai malheureusement jamais été fan de Joshua Jackson, donc Pacey dans Dawson, moi ça me passait totalement au-dessus. Donc le retrouver là-dedans, surtout vu comment on nous présente le personnage, qui est sans cesse en train de rabrouer, en train d'essayer de faire le passe-plat entre Walter et Olivia entre Walter d'un côté et Olivia d'un autre. À un certain moment, ça le rend très antipathique. Et encore une fois, c'est la série, enfin Fringe, la série où malheureusement la saison 1 dans son quasi-intégralité ne rattrape pas les défauts du pilote, et il faut attendre que on ponde des arcs intéressants sur la saison 2 et surtout la saison 3 pour que vraiment voilà, on arrive à faire quelque chose du cast et que vraiment on développe un attachement. Mais c'est pas une série et voilà, c'est pas une série qui va sur lequel on va avoir un coup de foudre, surtout si on est déjà un fan des X-Files auparavant, ce qui est mon cas. Voilà. Pour X-Files, je peux dire des trucs ou pas? Oui, bien sûr. X-Files, en fait, j'avais alors l'autre truc qui m'a un peu emmerdé avec Fringe, c'est que on retrouve plein de clichés en fait de J.J. Abrams. Donc en l'occurrence, Olivia avec le boyfriend qui meurt, c'est littéralement le pilote de Alias. Donc ils nous ont refait exactement le même coup. C'est ça. Avec le twist à la fin pour histoire de faire dégager Mark Valley, qui est donc qui joue le rôle du boyfriend et qui ensuite la saison suivante sera dans Human Target qu'il a sur Fox. Et donc voilà, donc c'était ça. Et l'autre truc qui est vraiment repompé à The X-Files, c'est moi je pensais que c'était Tunguska, en fait non, j'ai confondu l'épisode, c'est Tempus Fugit. Tempus Fugit en fait en saison 4 a également une grosse scène de crash d'avion, et donc c'était vraiment la saison 4, c'était celle qui explosait tout le budget et qui faisait des scènes d'introduction totalement spectaculaires parce qu'ils c'était open bar. Et donc c'est vraiment, enfin, entre le pilote de Fringe et le pilote et cet épisode de X-Files, il y a vraiment une filiation directe. Et le truc avec X-Files, c'est ce que, comme disait Elodie, c'est que Nous ne sommes pas seuls, qui est donc le titre français, c'est la 3e fois que je le voyais. Probablement la 4e fois, mais j'ai envie de dire la 3e fois. C'était la première fois que je le voyais en HD, parce que j'avais jamais vu le remaster. Et
ça fonctionne toujours aussi bien, tout simplement parce que, contrairement à Fringe qui a un budget pharaonique, mais qui a laissé les personnages de côté, là, on a 3 fois en 6 sous, on a un truc qui est diffusé le vendredi soir, qui peut se faire annuler à n'importe quel moment, dans lequel Fox croit pas trop, et on met tout à fond sur les personnages, le trauma des personnages, le mystère central, les piqûres de moustiques, voilà. Donc tout fait, tout fonctionne parce que on est dans l'approche less is more, quoi. Mais pourtant, ce qui est parfait dans le pilote de X-Files, c'est que pour quiconque a vu les 200 épisodes de la série, tout est dans le pilote. Et je dis pas que c'est maîtrisé à fond, mais l'essentiel de ce que fera la série se retrouve dans le pilote. Donc on a une vision qui est assez claire et qui est distillée dans le reste des épisodes. Et ça, j'ai pas l'impression que c'est l'avantage de toutes les séries, quoi. Non, c'est clair que là, même si on le regarde maintenant sans connaître X-Files et si on regarde juste ce pilote-là, c'est clair que si on a aimé le pilote, ben, vous êtes parti pour un pur plaisir de 200 épisodes, si on ne compte pas les dernières saisons qui sont dégueulasses. Mais alors que, bon, Fringe, si t'as pas aimé depuis le début, c'est bon, arrête-toi là, c'est clair, parce que ça va pas forcément s'améliorant. Si t'as bien aimé, tu risques de déchanter. Un peu quand même, parce que, comme tu disais, il y a des trucs qui sont dans le pilote qui disparaissent au fur et à mesure, et ça va pas s'améliorer sur d'autres choses, quoi. Le gros élément qui manque à ce pilote et qui du coup est introduit plus loin dans la saison 1, qui pour le coup n'a aucun sens rétroactivement, c'est le parallèle en fait. Donc le fait qu'ils aient absolument pas conclu sur le monde parallèle et que la dernière scène du pilote de Fringe, ça fait un peu écho à la dernière scène du pilote du X-Files en fait, où donc du coup autant là les échantillons à la fin du pilote de X-Files sont classés au Pentagone, donc c'est un truc qui est dormant, autant là en fait ça va être la preuve en fait une preuve qui va être récupérée par Massive Dynamics avec leur technologie. Mais la grosse affaire de Fringe est introduite que 7 ou 8 épisodes plus tard, c'est le multiverse, et c'est la grosse affaire de la série, et c'est ça qui manque à la série, et c'est ça qui manque au pilote. Donc, et ouais, en contre-argument, il y aurait ça, quoi. Mais même le coup du multivers, ça met des épisodes ça met au moins une quinzaine d'épisodes à vraiment être développés. Et toute la saison 2 a vraiment trouvé un certain aboutissement et à avoir un certain intérêt, quoi. Ouais, mais faut tenir jusque-là, quoi. Et c'est chaud. C'est très très chaud. Mathieu, toi, donc Fringe, tu ne connaissais pas. Et X-Files non plus. Donc là, c'est découverte à 100%. Oui. Et en donc. Gros. En gros, je vais commencer aussi par Fringe. Ouais. J'ai commencé la série, on me l'avait pitché il y a quelques années, mais c'était vraiment des bribes très lointaines, donc je savais absolument pas sur quoi j'allais tomber, à part que c'était de la science-fiction. J'avance dans la première scène, je vois un avion en turbulence, je me dis, j'ai vu pas mal de séries, faut arrêter avec les avions qui vont se cracher chaque fois que t'es dedans. C'est bon, il y a Lost, il y a Manifest, c'est bon, stop, arrêtez. Et puis après, j'ai vu des gens dégueux et j'ai fait, ouh, ça va être cool en fait. Parce que, comme Elodie l'a dit, c'est Fox et je m'attendais vraiment pas à voir ça. Après, vous en avez déjà parlé tous les trois et je suis d'accord sur à peu près tous les points avec Elodie. Sur le fait que le pilote dure 1h30. Pour autant, je me suis pas ennuyé. Mais il veut trop en faire. Il veut trop en faire. Il y a beaucoup de choses qui sont données dans ce pilote. Mais même s'il veut trop en faire, moi j'ai chopé quelques petits trucs qui m'ont plu. Et toi, les quelques petites choses qui t'ont vraiment pas plu et qui t'ont bloqué durant ton visionnage, je les ai pas du tout perçues. Et à la grosse différence d'X-Files, au risque de me faire taper dessus, c'est que moi je suis pas du tout procédural, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais là, je distingue aussi, pour avoir vu les épisodes 2, 3, voire peut-être 4 aussi, que ça part quand même pas mal dans du procédural. J'ai entendu dire, et vous confirmez ça,
que ça part après dans du multiverse, d'un univers beaucoup plus complexe. Tu parles de quoi, de Fringe ? Ouais. Ouais. Mais du coup, moi, ça me donne envie de continuer. J'en suis au 3 ou 4 et je vais continuer, je pense. Parce que même si les personnages sont assez limités et assez clichés, j'ai envie de voir ce que ça va donner. C'est quoi leur background ? Est-ce qu'ils ont des secrets cachés ? Moi, c'est ok, ça arrive avec des gros sabots, mais j'en attendais rien en fait de la série. Et en fait, j'ai dû faire des trucs dans mon appartement en même temps et je me suis mis Fringe. Et en fait, j'ai arrêté de faire ce que je faisais dans mon appart parce que je regardais Fringe. Et franchement, en ce moment, j'ai pas envie de regarder des séries qui me cassent la tête où je dois réfléchir pendant 8 ans. Je me suis enchaîné 4 épisodes de Westworld cette semaine, ça m'a suffi. Donc voir Fringe derrière, c'était vraiment cool. Et puis, surtout l'épisode 2, je le trouve beaucoup plus réussi. Et j'ai l'impression que ça tend un peu plus vers ce que va être la série après. En gros, juste pour expliquer vite fait le pitch, un homme qui va voir une prostituée, essaye de la droguer, mais avant qu'il puisse y parvenir, elle se met à hurler de douleur et de se tordre dans tous les sens. Il l'amène à l'hôpital et l'abandonne. Et en fait, son abdomen commence à gonfler. Et donc, il y a un parasite dedans. Et c'est un peu un parasite un peu étrange. Je vous laisse découvrir. Mais ça m'a le visuel des gens avec la peau transparente, c'était glauque et tout, c'était sympa. Mais là, ça m'a vraiment fait peur. X-Files m'a aussi fait peur sur certains points, mais là, je me dis, waouh, ils vont vraiment loin. J'aime beaucoup ce que je vois. Donc, je vais continuer Fringe. Et pour X-Files, j'avais l'impression de connaître X-Files, mais c'est surtout de réputation, parce que bon, comment passer vraiment à côté. J'avais l'impression de connaître les personnages. Du coup, même si je l'avais jamais vu, j'étais pas en terrain inconnu. Je savais dans quoi j'allais. Après, c'est vrai que je sais plus du tout de quand il date le pilote, tu l'as dit, mais j'ai l'impression que c'est un pilote qui est dans une époque où on savait vraiment faire des pilotes. C'est un pilote qui, c'est pas un épisode 1, c'est un pilote, c'est pas une série, disons, standard algorithme Netflix. C'est la présentation des personnages, la présentation de l'intrigue et de l'univers. Et là, je suis totalement d'accord là-dessus. C'est beaucoup mieux fait que Fringe. Par contre, les personnages aussi sont mieux écrits dans X-Files. Je suis d'accord. Sauf les tailleurs de Dana Scully qui piquent un peu les yeux. Mais à part ça... Pourquoi la costumière devait avoir quelque chose contre elle? Parce que là, on pourrait en mettre 3 dedans, ça va pas. Ah non. Alors, c'est... Ouais, j'ai un retour. C'est l'époque qui veut ça, clairement. Ah, mais je dis ça sur le ton de la blague, de la rigolade, mais ça m'a sauté aux yeux tout de suite. Ah, bah, après, c'est sûr ça a son charme. Les années 90, c'est clair que là, c'est... Voilà, ça baigne dans les années 90 de bout en bout, quoi. Ça, c'est clair et net. Hein. Ah, et puis, j'ai vu 3 épisodes, du coup. Et pour l'instant, donc j'ai beaucoup aimé l'épisode 2, j'ai beaucoup aussi aimé l'épisode 3, mais j'ai un peu plus de mal, pour le coup, avec la mythologie qu'il y a derrière. Autant là, dans Fringe, elle est assez floue, mais on sent qu'ils savent pas trop encore où ils veulent aller, mais ils ont une petite idée, ils vont l'amener. Donc apparemment, ça met un moment à arriver. Mais à mon visionnage d'X-Files, j'étais un peu intrigué, mais j'attends justement que ça arrive. Et pour moi, ça fait juste procédural et je vois pas de fil conducteur. Où ça peut aller. Tu as un fil conducteur dès le départ, comme j'ai dit, qui est donc la disparition de la sœur de Mulder, qui n'est pas le plus petit des fils conducteurs, parce que je peux te dire que ça va avoir quand même des conséquences assez fortes. J'ai regardé un peu l'arrière-plan, j'ai vu quelques personnages qui revenaient. Voilà, il y a des personnages qui vont revenir, des personnages qui vont arriver, il y a des personnages qui vont marquer la série à tout jamais, chose que ne fera pas jamais Fringe, à part le trio qu'on pourrait encore se souvenir, le reste ils sont inexistants. Là on a l'homme à la cigarette et on a aussi les geeks qui vont arriver par après. Donc on en parlait sur Twitter en privé, mais il y a le fameux Tooms aussi qui voilà. Et en fait, c'est
c'est quand même par rapport, encore une fois, on va dire que je suis en train de descendre Fringe exprès et gratuitement par rapport à X-Files et que c'est pas du jeu, mais encore une fois, l'écriture des personnages était tellement soignée, il y a très peu d'erreurs, et pour la plupart, c'est ce qui fait que la série est devenue culte. Hein, c'est les histoires, oui, parce qu'il y a des épisodes qui sont absolument fous, mais bon, là, on est pour parler du pilote, mais c'est les personnages qui font qu'on se souvient encore de X-Files. En tout cas, pour moi, c'est ça qui reste maintenant. C'est les personnages et l'ambiance un peu crade qu'il y avait derrière, sans pour autant être dans le dégueu. Quoique. Après, je nie pas du tout qu'il y a une mythologie, parce que bon, sur 3 épisodes sur 200, j'ai vu quoi? J'ai vu rien du tout, en fait. C'est sûr. Mais en fait, ce que j'essaye de dire plutôt, c'est que, étant pas fan du procédural, qu'on m'a donné dans les 3 épisodes, c'est du procédural. Donc je pense que je suis même sûr que je vais continuer X-Files, mais de là à te dire que je vais regarder 11 saisons, peut-être pas là. Je vais m'attacher au personnage, d'accord. Mais... Non, mais tu dis ça maintenant, mais... Voilà. Mais on juge le pilote. Après, si on juge loin, bon voilà. Alors que Fringe, du coup, on me donne des éléments, même s'ils sont peut-être pas très représentatifs, très flous, ou qui arrivent avec des gros sabots. J'ai envie de me dire, ok, ils vont aller quelque part dès le pilote. Mais après, c'est sûr que même si on les compare, et après, ceux qui nous écoutent vont peut-être me dire après, mais pourquoi vous comparez les deux s'il faut pas les comparer? Mais en fait, ce que j'espère, c'est que Fringe se détache d'X-Files et devienne une série à part entière. Pour avoir vu les deux à la suite, c'était assez proche. J'aimerais que Fringe aille plus loin, trouve sa propre identité, son propre rythme. Et là, je serais vraiment heureux de suivre les deux. Comme l'a dit Florian, c'est vrai on va dire, au début de la saison 2, fin de la saison 1, Fringe commence à partir dans un certain genre qui aura plutôt tendance à s'éloigner de X-Files, mais ça met du temps, quoi. Et c'est vrai que peut-être c'est ce qu'ils ont compris un peu tard, c'est que c'est bien de faire un clin d'œil à X-Files, d'en faire de façon plus ou moins insistée, parce que bah oui, c'est évident, je pense qu'ils l'ont jamais caché, que c'était l'inspiration même et le truc qui a donné le feu aux poudres, mais par la suite, oui, ils s'en éloignent, mais jamais ils ont réussi à arriver à la cheville. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'en sont éloignés. Puis bon, Massive Dynamics, c'est quand même le truc le plus... dans le pilote, encore une fois, c'est le truc qui casse qui casse un peu tout. Toi, un complot, etc., bah ouais, parce que bon, voilà, c'est le genre de série où tu vas vite dans le complot et ce genre de choses. Mais là, le truc Massive Dynamics, c'est la société qui fait un peu tout. Elle fait tellement fake, cette société. Autant au niveau à la photo qu'est-ce qu'elle fait réellement, que c'est difficile de croire que la plupart des choses vont tourner autour de cette société-là et de ce qu'elle fait, quoi. Moi, j'ai vu que 3-4 épisodes, mais dans le pilote, c'est pas du tout Massive Dynamics. J'ai fait bon, ok, je m'en fous. C'est plus justement le docteur, et même si c'est totalement risible, la série l'assume, et le docteur, il essaye de nous expliquer. Alors, vous voyez, il a trop de fer dans son cerveau, parce qu'on a mis des aimants, son cerveau, il a pas aimé, du coup, on va pas mettre de fer, et puis après, on va lui donner de la drogue, et comme ça va l'aider, et après, il aura plus de fer dans son cerveau. C'est n'importe quoi, on est d'accord. Mais, tellement n'importe quoi, et la série l'assume, que s'ils partent dans cette direction-là et qu'ils développent une mythologie autour de ces problèmes surnaturels, etc., je pense que ça peut être très très fun à regarder. Mais je suis d'accord qu'en termes de pilote, le pilote d'X-Files est mieux maîtrisé. Et ça commence à devenir fun à partir du moment où justement ils expliquent ces phénomènes et ils expliquent en fait toute la partie exposition faite par le chef à la fin, quoi. Mais le gros problème de Fringe, en fait, avec moi, c'était l'humour. C'est-à-dire que le contre-pied, moi, ce qui me rend un peu moins dur
avec le pilote, c'est que voilà, sur 1h20, 1h21, c'est un pilote qui est mené tambour battant. Moi, je trouve que la réalisation de Alex Grace, elle se tient. Bon, à part évidemment la scène de rêve qui vieillit assez mal, etc. Mais dans l'ensemble, il y a, enfin, voilà, il y a une vraie bonne exécution. Je défends Fringe depuis tout à l'heure. Il y a un moment quand même qui m'a pas mal fait rire aux dépens de la série. C'est qu'il la plonge dans une cuve. Donc il y a juste ses yeux et son nez qui dépassent de l'eau. Elle est sous cannabis, drogue, etc. Elle fait une overdose. Et le mec lui parle et lui explique. Et j'ai dit, mais elle ne t'entend pas là. Elle est sous l'eau et en overdose. Voilà. Mais sinon, moi j'aime bien quand il raconte et qu'il dit des bêtises. Enfin, c'est quelque chose où tout est fait dans le pilote de Fringe, en fait, tout est fait détriment des personnages et juste pour faire avancer l'intrigue, en fait. Donc, ce qui est important dans cette scène, c'est pas du tout qu'elle soit dans la cuve ou qu'elle soit dans l'eau, c'est qu'elle aille absolument récupérer l'indice et de voir la gueule du gars. C'est le seul truc et c'est ce que la série nous assomme. Et le gros problème de la série, pour moi, c'est son humour, en fait. C'est le contre-pied qu'il tente de prendre, c'est X-Files, ok, mais c'est fun, ça, on se prend pas au sérieux, on fait des trucs totalement starbés, totalement. Et c'est un tout petit peu ce côté-là, en fait, qui, pour moi, est totalement raté et qui devient de plus en plus lourd au fur et à mesure que la saison 1 évolue, parce que le truc avec Walter, c'est que Walter Bishop est en exutoire possible pour faire dire les grosses, les plus grosses insanités ou les plus grosses trucs de vieux totalement paumés. Et donc du coup, ça fait sombrer l'écriture dans une espèce de beaufrie. Et pour moi, ça m'a vraiment. C'est vraiment les mauvais souvenirs de la saison 1 qui sont remontés à la surface à partir du moment où j'ai vu Walter tout petit peu construire son laboratoire, quoi. Ouais. Je voudrais revenir sur une dernière chose par rapport à X-Files, parce que c'est vrai que après c'est peut-être le côté un peu fan et qui remonte tout ça, mais le côté où tu dis ouais, je vois pas la mythologie derrière, etc. Bon, il y a quand même un bon tiers des épisodes de X-Files qui font partie de cette mythologie, d'un arc principal. D'ailleurs, si tu veux le numéro des épisodes, je pourrais te les donner. Mais il y a un truc qui est quand même très important dans X-Files, c'est comment il s'inscrit dans la réalité historique. Si je puis dire, en tout cas. Il y a certains éléments de l'histoire qu'il va transformer à sa façon, dans lequel il va mettre un personnage qui n'était pas là pour changer un peu le cours de l'histoire. Je sais pas si c'est à l'heure actuelle, est-ce que c'est encore du spoiler ou pas. En tout cas, voilà, comme je disais, l'homme à la cigarette est quand même quelqu'un de très important, à plusieurs moments et plusieurs dates très importantes. Notamment, il y a en 68, on aura la mort de Luther King, et Spender n'est pas du tout innocent là-dedans. Il va aussi se retrouver dans l'enquête dans une conspiration gouvernementale pour tuer JFK. Il y a des choses qui remontent jusqu'à 35 000, 36. Puis attends, je vais vérifier ça, je l'avais noté. 35 000 avant Jésus-Christ, qui auront des répercussions après dans toute l'histoire. Donc, et tout ça, c'est des choses qui vont se passer avant donc la date, même si la date ça change tout le temps par rapport au pilote, mais je veux dire par rapport au moment où Scully est mutée au département des X-Files pour surveiller Mulder, parce que c'est quand même pour ça qu'elle est là au départ. Mais voilà, on a des personnages qui sont qui naissent, qui sont inclus dans des faits réels de l'histoire, mais qui ont été modifiés. Donc on est quand même dans une série qui se crée sa propre vérité, sa propre réalité. C'était quand même assez intéressant. Et sinon, dernier point, et ça c'est juste pour la blague, parce que moi, en tant que vieux, ça me fait rire, et ça m'a toujours fait rire, c'est que la sœur de Fox Mulder s'appelle Samantha. Je suis désolé, mais Samantha Fox...
moi, ça me faisait rire parce que voilà, je suis un vieux, je sais qui est Samantha Fox. Il y a d'autres qui ne parlera pas du tout. Mais je pense pas que ce soit voulu. Du tout. Mais si c'est le cas, chapeau. Hein. Placer un petit Samantha Fox dans le truc. Bravo. Bon, comme ce n'est pas son nom de famille, on pourra dire non, c'est pas du tout voulu. Bon, mais je pense que on va terminer l'épisode sur ceci. Parce que voilà, ça fait un petit moment qu'on enregistre déjà et que faut quand même pouvoir le digérer. On vous attend en commentaire. S'il vous plaît, restez poli et bienveillant. Hein. Je pense que j'ai quand même réussi, et on a quand même réussi à dire ce qu'on pensait des deux pilotes, en bien comme en mal, de façon très respectueuse. Donc on vous demande la même chose. Parce que voilà, on connaît Twitter. Hein. On connaît ça, on connaît très très bien. Mais voilà, en gros, il était temps qu'on parle de X-Files. On aurait pu parler que d'elle, mais on a choisi un angle de presque en comparaison sans vraiment comparer, parce que de confrontation plutôt avec donc cette Fringe. On le refera peut-être pour d'autres séries par la suite, mais en tout cas, je pense que pour la saison 6 de The Series and Friends, on va essayer d'aller chercher un peu plus de séries qui vous parlent et pas que des séries qui ne vous parlent pas. Dans 2 semaines, donc, on terminera cette saison avec nos impressions sur cette saison qui se termine de façon très très étrange. Quel bordel. C'est le cas de le dire, c'est vraiment un bordel. Pardon ? X-Files à lui tout seul. Ah là, 2020, c'était l'épisode d'X-Files, hein, ça c'est... Et là, je vais sortir de chez moi et en face sur le trottoir, il va y avoir l'homme à la cigarette. Ah non, pour l'instant, il est dans Upload. Et après, on appelle Fringe et on demande à passer dans un univers parallèle. Et ce sera pas forcément mieux, parce que c'est pas parce que il faut faire gaffe. Tu sais pas ce que tu gagnes, hein. C'est ça, c'est toujours le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut gagner là-dedans, qu'est-ce qu'on peut y perdre. Est-ce que malgré tout, si on fait un petit pas best-of, mais voilà, un retour sur la saison, est-ce qu'on se fait quand même un petit pilote invendu, invendable ? Bon, allez. Un petit. Je vais vous demander à tous les trois un chiffre entre, on avait dit c'était 1 et 259, je crois. C'est ça ? Faut plus que je dise 69. Non, faut plus. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Alors, Florian, toi tu ne l'as pas pu choisir depuis le début. Donne-moi un chiffre. 3. Le 3. Je crois que j'avais déjà dit 3. C'est possible. Tu gardes 3 aussi ? Non ? Non, je prends 101. Comme les Dalmatiens. Exact. Élodie ? 91. Tu es très sûr de toi. Et on va lui demander... on va demander à Random, parce que là je vais pas faire un pile ou face, hein, vu que vous êtes 3, c'est un peu... Il faudrait une pièce à 3 côtés, c'est rare quand même. C'est assez rare. C'est assez rare, effectivement. Hop. Donc je mets les chiffres, 3. Hop. Et ça sort... C'est le 3. Et le 3 s'appelle Annihilator. Oh là là. 1986. Je vais vérifier si c'est un pilote invendu ou juste une version du pilote qui était invendu. Annihilator, le destructeur, ça s'appelle. Le nom. Pardon ? Programme. Ça date de 86. Et on a combien ? Est-ce qu'il y a plusieurs épisodes ? Non. Ça n'a pas été pris par NBC. Ça n'a pas été pris par NBC du tout. Mais dedans, on a des noms. Pardon ? Si même NBC on veut pas, alors là. Oui, après, bon, voilà, il y a peut-être d'autres raisons. On a Catherine Marie Stewart dedans. On a Nicole Eggert. Qui c'est qu'on a d'autres ? Susan Blakely. Qui c'est, lui, par contre, l'acteur principal ? Mark Kinsey Chapman. Bon, Titanic, Jag, The Twin, TV Movie, ok, d'accord. Est-ce que vous voulez savoir de quoi ça parle avant de... Oh bah oui.
Ce sont des robots tueurs humanoïdes. On va terminer en beauté là. Est-ce qu'il y a un Entre Robosaurus ça et dedans? le fait qu'il y a Nicole Non. dedans, je pense que ça va être un grand moment. De quoi? Entre le pitch et le fait qu'il y a Nicole Eggert dedans, ça va être un grand moment. Voilà. Et alors, qui poursuivent donc un journaliste qui, en fait, a découvert leur existence, parce qu'en fait, personne ne sait qu'ils sont entourés depuis des années par ces robots. Et un des robots est créé pour qu'il ait l'apparence de sa petite copine. Ah, Ça ressemble Voilà. à un épisode de Buffy, ça. Ça ressemble surtout à un bon nanar des années 80. je suis hypée. Tu es hypé. Effectivement, je sais que tu es hypé. Je te passerai l'épisode. Attention que l'épisode dure 1h30. Oh non! merde. Je suis prêt. My body is ready. Ou pas du tout ready. Il est tout raide, ça oui. Alors, juste pour information, quels étaient donc les 101 et 91? C'était Larry Shoes The Nerd, donc une comédie. Voilà. C'est un nerd. J'aurais pu regarder un truc de 20 minutes. Et là, par contre, elle est râlée parce que c'était le pilote de Fargo de 2003. Voilà, ça aurait été trop bien. Un pilote qui n'avait pas été diffusé. Donc, Ah ouais? voilà, en 2003. Oh, Eh ouais. retenez vos Ouais. chiffres. Ouais. Et vous êtes passé à un numéro de Coming to America, donc la série tirée du film avec Eddie Murphy. Oh. Et ouais, vous avez raté ça, et vous avez gagné au change Annihilator. Bon, voilà, dans 2 semaines, ça va souffrir. Sadique alors. J'adore ça. Alors, le mot de la fin, Elodie. Croquette. Je pense que t'as le chien qui t'a réclamé parce que j'ai dû couper ton micro à un moment. On l'entendait. Ah, oui, ouais, elle est pénible. Florian. Tac. Tac, ok. Mathieu. H. Et moi, je vais dire robot. À dans 2 semaines pour l'épisode 29. C'est ça. Ciao, ciao. Bonne série. Bonne curée et des bisous. Et bonne Jovi, mais dans vos têtes. Parce que sinon, on se fait strike. Ah, c'est pas le bon. Mhm.